Je me souviens encore du jour où tout a commencé, comme si c'était hier. L'air dehors était vif et froid, le genre de matin bostonien où le givre sur les fenêtres ressemble à de la dentelle délicate. Notre vieille maison de 2 étages sur Maple Street semblait plus silencieuse que d'habitude, presque lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. J'étais recroquevillée sur le vieux canapé du salon, enveloppée dans ma couverture de laine délavée, sirotant le reste de mon café. Les planchers craquaient chaque fois que le vent poussait contre la maison, et l'odeur du tabac à pipe de mon père flottait encore de la veille. Ces dernières semaines, mon frère, Daniel Harris, avait agi étrangement. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait une certaine tension en lui. Il évitait le contact visuel. Sa voix devenait sèche chaque fois que je lui demandais où il était passé, et son téléphone semblait collé à sa main. Je me disais que ce n'était rien. Après tout, nous avions grandi ensemble dans cette même maison. Nous avions partagé nos déjeuners à l'école, nos Noëls et nos virées nocturnes sans but. J'avais toujours cru que malgré nos disputes, il y avait un fil invisible entre nous. En y repensant maintenant, je réalisais que ce fil s'était déjà effiloché. Cet après-midi-là, en pliant le linge dans ma chambre, j'ai décidé de vérifier mon téléphone. Il y avait une notification bancaire après l'autre que j'avais manquée plus tôt. Mes yeux ont parcouru l'écran et j'ai d'abord cru qu'il y avait une erreur. Mais à mesure que la vérité s'installait, mon estomac s'est effondré comme une pierre jetée dans un puits profond. Chaque centime de mon compte avait disparu. Tout. 28 400 $. Mes mains ont commencé à trembler. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le sentiment d'être violé. Que quelqu'un s'insinue dans votre vie et prenne plus que ce que vous pensiez possible. Je suis allée à mon sac à main. Celui que je gardais toujours entre mon lit et le mur, et mon cœur s'est à nouveau enfoncé. Le petit portefeuille en cuir que j'y gardais avait été ouvert, et la carte bancaire que j'avais crue en sécurité avait disparu. La pièce m'a soudainement semblé trop petite, l'air trop rare. J'ai dévalé les escaliers, manquant de trébucher sur la dernière marche, et la porte d'entrée s'est ouverte juste au moment où j'y arrivais. Daniel est entré, arborant un sourire narquois comme s'il venait d'être couronné roi du monde. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait de vider mon compte. Il semblait satisfait, presque suffisant. J'ai dégluti, forçant ma voix à rester ferme. « Daniel, où est ma carte bancaire ?» Il a incliné la tête légèrement, comme si la question l'amusait. « Ton travail est terminé », a-t-il dit avec un haussement d'épaules décontracté. « Nous avons eu ce que nous voulions. Ne te retourne pas vers nous maintenant. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, froids et définitifs, comme une porte qui se ferme au nez. J'ai eu envie de crier. J'ai eu envie de l'attraper par le col et de lui arracher la vérité. Mais il m'avait déjà dépassé, se dirigeant vers la cuisine sans aucun souci. Je suis restée là dans le couloir, les mains serrées en poing, écoutant le bruit de la porte du réfrigérateur qui s'ouvrait et se fermait, le cliquetis de la glace tombant dans un verre. Le soir, j'ai vu exactement où était passé mon argent. Daniel se tenait dans l'allée, appuyé contre une voiture de luxe noire flambant neuve. La chose ressemblait à une sortie de magazine glacé. Les sièges en cuir sentaient encore le neuf. Les jantes chromées captaient la lumière déclinante du soleil comme des miroirs, et la peinture était si parfaite qu'elle reflétait les arbres nus de l'hiver. Il a passé sa main sur le capot comme s'il s'agissait d'un animal précieux. « Qu'est-ce que tu en penses ?» m'a-t-il lancé. « Qu'est-ce que j'en pense ?» J'ai à peine pu sortir les mots sans que ma voix ne craque. « Je pense que tu m'as volé. » Daniel a ricané, le genre de rire qui n'atteint pas les yeux. Comme je l'ai dit, ne te retourne pas. Puis il s'est glissé sur le siège conducteur, a démarré le moteur, et le grondement profond a résonné dans notre rue tranquille. Je suis restée là sur le porche, grelottant, non pas de froid, mais d'un mélange de rage et d'incrédulité. Mon esprit tournait à plein régime. Comment pouvait-il faire ça? Nous avions grandi sous le même toit, mangé à la même table, et partagé les mêmes parents. Et pourtant, à cet instant, j'ai réalisé que tout ce que je pensais de la famille, ce n'était clairement pas la même chose pour lui. Alors que la nuit tombait, la lueur des lampadaires projetait de longues ombres sur la neige,
et je me suis assise dans ma chambre, fixant l'espace vide où se trouvait mon portefeuille. J'ai rejoué les événements de la journée encore et encore, essayant de comprendre, mais rien n'avait de sens. Je lui avais fait confiance. Je l'avais défendu tant de fois auparavant lorsque d'autres me mettaient en garde contre son égoïsme. Maintenant, je pouvais sentir cette confiance se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de dur et d'amer. Je ne savais pas encore que l'argent que Daniel avait pris n'était pas vraiment le mien. Je ne savais pas encore qu'il avait inconsciemment volé quelqu'un d'autre. Mais ce que je savais, en m'allongeant cette nuit-là, c'est que quelque chose en moi avait changé. La maison ne ressemblait plus à un foyer. Daniel n'était plus seulement mon frère. C'était la personne qui m'avait montré sans hésitation qu'il pouvait tout prendre et me regarder dans les yeux avec un sourire. Le ronronnement du système de chauffage remplissait le silence. Et dehors, une légère neige a commencé à tomber. J'ai entendu le bruit lointain de sa voiture qui rentrait dans l'allée, les pneus crissant sur le sol gelé. Quelque part dans la maison, mes parents parlaient, leur voix étouffée par les murs. Je ne suis pas descendue les rejoindre. Je ne voulais pas revoir le regard sur le visage de Daniel. Cette nuit-là, j'ai pris une décision silencieusement. Je n'oublierai jamais ce jour. Je n'oublierai jamais la sensation de me tenir sur le porche, le regardant partir dans quelque chose acheté avec ma confiance, ma patience et mon argent. Je ne savais pas encore où cette décision me mènerait, mais c'était le premier pas vers le fait de m'éloigner de lui et de tous les autres pour toujours. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un terrible mal de tête, du genre qui semble venir de plus que le manque de sommeil. Ma chambre était encore sombre, les lourds rideaux bloquant la pâle lumière d'hiver, mais j'entendais des voix en bas. Mes parents étaient dans la cuisine. Je le savais au rythme de leur conversation, au ton lent et mesuré de mon père, et aux réponses légères, presque aériennes de ma mère. J'ai pris une profonde inspiration, enfilé un pull et je suis descendu les escaliers qui craquaient. L'odeur de pain grillé et de café fort emplissait l'air. Pendant un instant, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, j'entrerais dans la cuisine et les trouverais aussi choqués et en colère que moi. Peut-être qu'ils avaient déjà confronté Daniel, exigé qu'il rende l'argent, ou même appelé la banque. Cet espoir était la seule chose qui faisait bouger mes jambes. Quand je suis entrée dans la cuisine, ma mère, Linda Harris, était assise à table, une tasse en porcelaine délicate tenue entre ses doigts. Elle remuait son thé lentement, comme si rien au monde ne pouvait la presser. Mon père, Robert Harris, était assis en face d'elle, lisant le journal du matin, ses lunettes glissant à mi-chemin sur son nez. « Bonjour », ai-je dit, bien que ma voix soit tendue. Ma mère a levé les yeux et a souri, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Bonjour, chérie. As-tu bien dormi ?» a-t-elle demandé comme si nous n'étions pas au milieu d'une crise. Je n'ai pas pris la peine de répondre. « Nous devons parler de Daniel », ai-je dit fermement. Il a pris tout l'argent de mon compte. Chaque centime, 28 400 $. Il s'est acheté une voiture avec. Mon père a baissé son journal, son expression illisible. Puis, à ma grande incrédulité, il a haussé légèrement les épaules et a dit, c'était une bonne décision. Une vague de choc et de colère m'a traversée. Une bonne décision ? Il m'a volé. Et toi, tu es juste, quoi ? D'accord avec ça. Ma mère a ri doucement, comme si ce n'était rien de plus qu'une histoire qu'elle pourrait raconter à ses amis au déjeuner. Oh, allez. Daniel a toujours été le plus ambitieux. Au moins, il utilise l'argent pour quelque chose. Je les ai regardés. Mes mots sont restés coincés dans ma gorge. Ce n'était pas la réaction de parents inquiets pour leur enfant. C'était de la fierté. Ils étaient en fait fiers de lui. C'est à ce moment-là que la pensée la plus étrange m'a traversé l'esprit. Le ton de mon père, le rire de ma mère. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui m'échappait. Je suis allée au comptoir, me suis versé une tasse de café, et je me suis appuyée contre l'évier. Et puis, j'ai compris. Le compte que Daniel avait vidé. Ce n'était pas le mien. Pas de la manière dont il le pensait. Je gérais ce compte depuis des mois.
Depuis que mon père avait admis qu'il ne faisait pas confiance aux services bancaires en ligne. Trop d'arnaques, avait-il dit, me tendant sa carte bancaire avec un air de soulagement. Je sais que tu t'en occuperas. L'argent de ce compte n'était pas mon salaire ni mes économies. C'était la pension de mon père. Chaque dollar était issu de ses années de travail, d'épargne et de planification pour la retraite. Daniel pensait m'avoir volé, et mes parents pensaient que j'avais perdu mon propre argent. Mais la vérité était que Daniel avait volé notre père. L'homme même assis à table qui louait sa bonne décision. J'ai failli rire sur le champ dans la cuisine. L'ironie était trop savoureuse. Mon père, tenant toujours son journal, n'avait aucune idée que ses économies de toute une vie avaient été échangées contre une luxueuse voiture noire étincelante garée dans l'allée. Ma mère, sirotant son thé, n'avait aucune idée que son garçon d'or venait de dilapider leur seul filet de sécurité financier. J'ai gardé une expression neutre. Ça ne servait à rien de leur dire maintenant. Pas encore. Une partie de moi voulait voir combien de temps il leur faudrait pour réaliser la vérité. Une autre partie, pour être honnête, voulait qu'ils ressentent la piqûre de la trahison que j'avais ressentie. Bien, ai-je dit finalement, ma voix calme d'une manière qui m'a surprise moi-même. Si c'est comme ça que vous le voyez, alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Mon père a hoché la tête, se reconcentrant déjà sur son journal. Ma mère a ajouté une touche de lait à son thé et a commencé à parler d'un dîner de quartier auquel elle voulait assister la semaine suivante. Il m'avait rejeté comme ça. En quittant la cuisine, j'ai ressenti un étrange détachement s'installer en moi. C'était comme si je prenais du recul par rapport à ma propre vie, la regardant de l'extérieur. Il pensait avoir choisi le camp du gagnant, mais je savais mieux. Je savais que Daniel venait de mettre en mouvement quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Ce jour-là, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas confronté Daniel. Je n'ai pas expliqué la vérité. Et je n'ai pas averti mon père. Je me suis contentée de suivre ma routine, me déplaçant dans la maison comme un fantôme. Au déjeuner, j'ai entendu Daniel dans le salon, se vantant auprès d'un ami au téléphone du bon marché qu'il avait fait pour la voiture. Je pouvais l'imaginer se prélassant sur le canapé, les pieds sur la table basse, souriant comme si le monde lui appartenait. J'ai pensé au compte, aux années de dépôt de pension, à la budgétisation prudente, aux sacrifices que mon père avait fait pour économiser cet argent. Et puis j'ai pensé au paiement de voiture que Daniel devrait maintenant effectuer, à l'assurance, au carburant, aux réparations qui arriveraient inévitablement. Il n'avait aucun emploi qui puisse supporter de telles dépenses. Pas sans aide. Et quand il chercherait cette aide, il ne trouverait que des poches vides. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je me suis permis un petit sourire. Ce n'était pas un sourire de joie ni même de vengeance. C'était le sourire de quelqu'un qui connaît une vérité que personne d'autre dans la pièce ne comprend. Ils avaient ri de moi, m'avaient ignoré, et m'avaient dit de ne pas regarder en arrière, mais ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de creuser un trou si profond qu'aucun d'eux ne pourrait en sortir. Je ne ressentais aucune pitié pour eux. Plus maintenant. Il s'est écoulé presque une semaine avant que la vérité ne les rattrape. Je m'y attendais comme on s'attend à la première tempête d'hiver. On sait qu'elle arrive. On ne sait juste pas le moment exact où les nuages éclateront enfin. Ce matin-là, j'ai entendu le vieux pick-up de mon père sortir de l'allée. Il allait au Vermont, où il possédait un petit terrain qu'il entretenait depuis des années. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques acres, une grange rouge délabrée par les intempéries, et un troupeau de buffles qui était dans notre famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il avait prévu de réparer le toit de la grange avant que la neige ne devienne plus abondante, et je savais qu'il avait l'intention d'utiliser l'argent de ce qui était encore sur son compte de pension, selon lui. J'étais dans mon petit appartement loué à Boston quand le téléphone a commencé à sonner. Le premier, je l'ai ignoré. Le second, je l'ai mis en silencieux, mais quand mon téléphone a vibré une troisième fois, j'ai répondu plus par curiosité. Où est-ce ? La voix de mon père était sèche, dépouillée de la chaleur facile qu'elle avait d'habitude. Où est quoi ? Ai-je demandé, même si je savais exactement ce qu'il voulait dire. L'argent, a-t-il aboyé. Je suis allé à la banque à Montpellier et ils m'ont dit, il ne reste rien,
pas un seul dollar. Je pouvais l'imaginer debout là au comptoir, le banquier lui donnant une explication polie mais ferme et la réalisation naissante que la pension pour laquelle il avait travaillé toute sa vie avait disparu. Demande à Daniel, ai-je dit calmement. Il y a eu un silence au bout du fil pendant quelques secondes, puis le bruit de sa respiration haletante. Daniel, a-t-il répété, comme s'il testait le nom sur sa langue. Et puis, sans un mot de plus, il a raccroché. Je n'avais pas besoin d'entendre ce qui s'est passé ensuite pour savoir que c'était fort. Quand mon père est rentré à la maison, il n'est pas entré calmement. Il est entré comme un homme possédé. On m'a dit plus tard que la porte avait claqué si fort que les cadres photos avaient tremblé sur les murs. La voix de mon père résonnait dans la maison, appelant Daniel encore et encore. Chaque cri plus furieux que le précédent. Daniel, bien sûr, a essayé de s'en sortir par la parole. Il le faisait toujours. Il a probablement dit à mon père que c'était un malentendu ou qu'il avait emprunté l'argent et qu'il prévoyait de le rembourser. Mais il n'y avait aucun moyen de cacher la vérité. Pas quand la preuve était garée dans l'allée. Cette voiture de luxe noire ne ressemblait plus à un trophée. Elle ressemblait à une malédiction. Les paiements seuls étaient plus que ce que Daniel n'avait jamais géré de sa vie. Ajoutez à cela l'assurance, le carburant et le fait qu'il n'avait pas de revenus stables, et le brillant a commencé à s'estomper rapidement. Dès la 2e semaine après que la vérité ait éclaté, mon père avait complètement cessé de lui parler. Ma mère, qui riait autrefois de l'ambition de Daniel, évitait maintenant le contact visuel chaque fois qu'il entrait dans la pièce. La maison était tendue. Le genre de tension où l'on pouvait entendre chaque pas dans le couloir, chaque placard se fermer dans la cuisine, chaque soupir qui s'échappait dans l'air froid de l'hiver. Mais pour Daniel, les vrais problèmes ne faisaient que commencer. Sans moi autour, il n'y avait personne pour nourrir les buffles tôt le matin, personne pour nettoyer les granges et personne pour apporter le lait au petit marché du Vermont, où les acheteurs locaux attendaient. Ces buffles n'étaient pas juste des animaux. Ils faisaient partie du gagne-pain de mon père. Sans les revenus qu'ils généraient, les factures ont commencé à s'accumuler. Et sans moi là pour combler le vide, Daniel a été laissé seul face au désordre. Le truc avec Daniel, c'est qu'il avait toujours été doué pour jouer le rôle du charmeur, mais terrible au travail acharné. La première semaine, il a essayé de gérer les buffles lui-même. Il a trop dormi, a oublié les heures de repas, et plus d'une fois a laissé les portes de la grange ouvertes si longtemps que les animaux se sont égarés dans la cour. Les voisins se sont plaints. Mon père a crié, et la colère de Daniel a éclaté. À la fin du mois, la situation était passée de mauvaise à désespérée. Daniel ne pouvait pas faire les paiements de la voiture. La compagnie d'assurance le harcelait, et le réservoir de carburant était souvent si bas qu'il rentrait à peine de la ville. J'ai entendu d'un voisin que la voiture, autrefois impeccable et étincelante, était maintenant striée de sel de voirie et garée de travers dans l'allée avec un pneu à plat. Les cris dans la maison sont devenus constants. La voix de mon père, autrefois pleine de rire, était maintenant sèche et amère. Le calme de ma mère, siroter son thé, avait disparu. Je les imaginais assis à la table de la cuisine, la même table où ils avaient ri de moi il n'y a pas si longtemps, chuchotant maintenant à propos de factures en retard et si Daniel pouvait vendre la voiture. Je ne ressentais aucune pitié pour eux, pas même un peu. Ils avaient fait leur choix quand ils avaient pris son parti et s'étaient moqués de moi. Ils avaient choisi de croire à l'illusion de Daniel. Et maintenant, ils vivaient dans la réalité qu'il avait construite. Un compte bancaire vide, une voiture inutile, et une ferme qui tombait en ruine. De temps en temps, je recevais un texto de Daniel, quelque chose de vague comme « il faut qu'on parle » ou « on devrait régler ça ». Je n'ai jamais répondu. Je savais ce qu'il voulait. De l'aide. La même aide qu'il avait jetée au moment où il m'avait dit de ne pas regarder en arrière. Il y a eu une nuit, juste après une forte chute de neige, où un ami commun m'a envoyé une photo. C'était Daniel debout devant la grange dans une veste fine, tenant une pelle cassée, l'air d'avoir traversé une guerre. Son expression n'était pas de colère cette fois. C'était de la défaite. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. La chute ne consistait pas seulement à perdre de l'argent ou à faire face à des factures.
Il s'agissait de voir les murs se refermer lentement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où aller. Daniel ressentait le poids de chaque choix qu'il avait fait, et il n'y avait pas de sortie facile. Et le meilleur, c'est que je n'avais pas à lever le petit doigt. C'était un après-midi gris et pluvieux quand le coup est venu à ma porte d'appartement. Le genre de pluie qui tombe en rideau continu, transformant les rues de la ville en rivière et faisant paraître le monde extérieur plus petit, plus silencieux. J'étais recroquevillée sur mon canapé dans mon petit appartement de New York, sirotant une tasse de thé chaud pendant que le bruit de la pluie contre les fenêtres remplissait la pièce. Je n'attendais pas de compagnie, et quand j'ai d'abord entendu le coup, j'ai supposé que c'était un voisin qui s'était enfermé dehors ou une livraison pour le mauvais appartement. Mais quand j'ai ouvert la porte, il était là, Daniel. Il ne ressemblait en rien au frère suffisant et souriant qui m'avait volé et était parti dans sa nouvelle voiture. Ses cheveux étaient en désordre, collés par endroits par la pluie, et sa veste était fine et humide. J'ai senti la faible odeur de foin mouillé et de bout de ferme qui s'y accrochait, et en dessous, la trace aigre de l'épuisement. Ses yeux étaient cernés, la peau en dessous pâle et fatiguée. « J'ai besoin que tu reviennes », a-t-il dit sans même me saluer. Sa voix n'était pas exigeante cette fois. Elle était basse, presque suppliante. « Je ne peux pas faire ça sans toi. » Pendant un moment, je suis restée là à le regarder. Mon esprit a repensé au jour où il m'avait dit « Ton travail est terminé. Nous avons eu ce que nous voulions. Ne te retourne pas vers nous maintenant. » La même bouche qui avait prononcé ces mots me demandait maintenant mon aide. Les mêmes mains qui avaient pris ma carte bancaire pendaient maintenant mollement à ses côtés. « Pourquoi exactement veux-tu que je revienne ?» ai-je demandé, le ton plat. Il s'est décalé inconfortablement. La ferme est en train de s'effondrer. Papa ne me parle plus. Maman dit à peine 2 mots. Les buffles, je crois qu'ils sont malades. Et la voiture, il s'est arrêté, jetant un regard ailleurs. J'ai besoin d'aide. Tu as toujours tout fait fonctionner. Je ne réalisais pas à quel point jusqu'à ce que tu ne sois plus là. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était douloureusement prévisible. Daniel n'était pas là parce qu'il me manquait ou parce qu'il voulait arranger les choses. Il était là parce que le désordre qu'il avait créé était finalement devenu trop grand pour qu'il le nettoie seul. À l'intérieur de mon appartement, l'air chaud m'enveloppait comme un bouclier. J'ai pensé au chemin parcouru depuis que j'avais quitté la maison à Boston. Ma vie ici à New York n'était pas glamour, mais elle était mienne. J'avais un emploi stable dans une petite librairie, un espace à moi où personne ne pouvait prendre mon argent, ma vie privée, ou ma paix. Mon compte bancaire était le mien seul et chaque dollar y provenait de mon travail. J'ai aussi pensé à la façon dont mes parents avaient ri quand je leur avais dit que Daniel m'avait volé. La façon dont ils avaient pris son parti sans hésitation. La façon dont ils m'avaient regardé comme si j'étais le problème pour avoir seulement mentionné cela. Ce souvenir brûlait encore dans ma poitrine. Mais cela me rappelait aussi pourquoi j'étais partie. Non, Daniel, ai-je dit finalement, ma voix ferme. Tu as pris ce que tu voulais. Maintenant, vis avec. Sa tête a relevé comme s'il ne s'attendait pas à ce que je dise non. Tu vas laisser tout s'effondrer. Je n'ai rien laissé s'effondrer, ai-je répondu. Tu l'as fait. Tu as fait tes choix. Et moi aussi. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais je me suis reculée dans mon appartement et j'ai commencé à fermer la porte. Tu ne t'en souciais pas quand tu me prenais, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant. Tu ne t'en souciais pas quand tu me disais de ne pas regarder en arrière. Alors, ne me regarde pas en arrière maintenant. Pendant un moment, il est resté là, la pluie trempant ses cheveux et coulant sur le sol du couloir. J'ai vu la frustration dans ses yeux, la façon dont sa mâchoire se serrait comme s'il voulait dire quelque chose de cinglant, mais il ne l'a pas fait. Il s'est juste retourné et s'en est allé, ses pas s'estompant dans le couloir. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle, exhalant lentement. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucun remords, juste du soulagement. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu des bribes de ce qui s'est passé après ce jour. Un ami commun m'a dit que la voiture avait finalement été saisie car Daniel ne pouvait pas payer.
Un autre voisin de Boston a mentionné que les buffles avaient été vendus car mon père ne pouvait plus s'en occuper. La ferme, qui était dans notre famille depuis des décennies, commençait à avoir l'air abandonnée. Et quant à mes parents, ils ont arrêté d'appeler complètement. Je savais que ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas mon numéro. C'était parce que sans l'illusion de succès de Daniel sur laquelle s'accrocher, ils n'avaient rien à dire. Il ne me manquait pas. La maison ne me manquait pas. Le lieu froid et lourd qui semblait toujours planer là-bas ne me manquait pas, même par temps ensoleillés. À New York, la pluie a fini par s'arrêter, et la ville a repris vie avec le bruit des pneus éclaboussant dans les flaques d'eau et les gens riant sous des parapluies colorés. J'ai commencé à faire de longues promenades dans les rues, m'arrêtant dans de petits cafés et des librairies. Je n'avais jamais remarqué auparavant. J'ai appris les noms des propriétaires des magasins de mon quartier. J'ai planté une petite plante de basilic sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine. J'ai construit une vie petit à petit. De temps en temps, je pensais à Daniel, pas avec colère, mais avec une sorte de clarté détachée. J'ai réalisé que m'éloigner n'avait pas seulement été pour le quitter. C'était pour me retrouver moi-même, mon indépendance, et mon estime de soi. La vie que j'avais maintenant était la preuve que je pouvais survivre sans eux. Plus que ça, c'était la preuve que je pouvais être heureuse sans eux. Le premier anniversaire du jour de mon départ, je suis allée dans mon café préféré, j'ai commandé une part de gâteau aux carottes, et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville passer. Le souvenir de ce Porsche à Boston, regardant Daniel s'éloigner dans sa gloire volée, est revenu. Seulement maintenant, ça ne faisait plus mal. Ça ne brûlait plus. Ça ressemblait juste à un autre chapitre d'un livre que j'avais déjà refermé.